Salut à tous et bienvenue dans ce petit live pour parler de Frank McCourt. Salut Farouille, salut Slim Zero. J'espère que vous allez bien et que si vous voyez regardez ce live en replay sur YouTube, que vous allez bien également. On va parler un petit peu de Frankie l'Américain qui a donné une interview récemment et qui brille un petit peu, comment dire, par défaut quand on le compare à d'autres investisseurs dans d'autres clubs français qui sont très très mauvais. Donc ça fait un petit moment que je me disais, on peut, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire sur Frank McCourt. Je voulais faire un petit live. Après, voilà, je pense qu'il est important, alors je reprends un peu mes notes, il est important de faire un peu des trigger warnings, un petit peu, de dire, écoutez, on parle de McCourt à l'OM. Je n'ai pas d'infos sur la vente OM, j'ai pas d'infos sur des Saoudiens, tout ça. Il n'y a pas de message crypté dans cette vidéo. Il faut que ce soit clair parce que voilà, ce genre de thème a pu devenir un petit peu toxique. La vente OM, ça a un peu trop surexcité les gens et il y a eu beaucoup d'agressivité autour de ces histoires de vente OM, de machin, alors que c'est quand même des thèmes qui sont assez intéressants. Moi, je me dis que Frank McCourt à l'OM, pourquoi il a investi à l'OM, un Américain qui vient comme ça, c'est intéressant en fait de se poser ces questions, de se dire ok, économiquement, quel est le sens de sa démarche, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire pour analyser ça et comment on peut se projeter aussi. Tout ça, c'est très intéressant. Frank McCourt est un investisseur très intéressant aussi. Il y a des choses à décrypter, il y a des choses sur lesquelles on peut s'intéresser. Mais malheureusement, ça a longtemps été un petit peu pollué. Ça devenait de la folie. Je vais mettre mon téléphone en mode avion. Ça devenait de la folie, toute cette agressivité. Ouais, vraiment, c'était agressif. Dès que tu parlais de finances à l'OM, on te sautait à la gorge. On te disait, ah, tu sais pas de quoi tu parles, mais n'importe quoi, machin, truc. Bon, ok. Donc, on a laissé tomber tout ça pendant un moment. Là, ça a l'air de s'être calmé un petit peu. Donc, on parle de Frank McCourt. Et la grande question de ce live, c'est oui, McCourt est le propriétaire de l'OM, mais pourquoi ? Pourquoi? Parce qu'il a investi de l'argent. Il en a parlé dans une interview au JDD qu'on va aller voir après. Il est sérieux, c'est un investisseur sérieux. Il faut quand même se souvenir que quand il arrive, Frank McCourt, il y a des petits doutes. On se dit ce qu'il a fait aux Dodgers, c'est pas vraiment extraordinaire. Il a été extrêmement critiqué aux Dodgers. On a un peu ce truc, il y a un peu des histoires un peu fantasques autour de lui, avec des médiums russes, des jets privés, l'argent de la franchise de baseball qui a été utilisé pour d'autres trucs. Il y avait quand même beaucoup de choses autour de lui, on pouvait avoir des doutes, et ça va bientôt faire 10 ans qu'il est là, Frank McCourt, et ça fait 10 ans qu'il met l'argent, ça fait 10 ans que le club n'est pas embêté par la DNCG. Franchement, encore une fois, lorsqu'on se replace dans le contexte actuel du foot français, on peut se dire c'est pas mal du tout. Alors, attention tout de même, il a des grosses limites, Frank McCourt, parce que c'est pas non plus un mec qui a une fortune démesurée, donc il ne peut pas non plus mettre l'argent que le Qatar met à Paris, par exemple, ou que Abramovich a mis à Chelsea lorsqu'il est arrivé. Mais ça reste un investisseur solide. Mais pourquoi il met donc autant d'argent dans un club à l'autre bout du monde? Parce que pour lui, c'est quand même loin. Bon, d'accord, c'est l'Europe, mais Marseille, voilà, c'est pas non plus une ville
avec laquelle il a un rapport particulier à la base. Maintenant, forcément, ça a changé. Un sport, c'est pas le sport dans lequel il a grandi. Alors, on va pouvoir nous dire, oui, machin, la passion du sport, truc. Sans doute qu'il doit avoir la passion du sport, ça, je n'en doute pas. Mais je me dis que si il devait dilapider une partie de sa fortune par passion, bon, ben, il chercherait à le faire dans le baseball. Apparemment, il a quand même un peu cherché à le faire par le passé, mais les tickets d'entrée étaient plus difficiles. Alors voilà, c'est un petit peu les bases de ce truc, se dire pourquoi ce mec est là, aussi quel est son profil d'investisseur, parce que c'est un investisseur, c'est un businessman. Frank McCourt, c'est un très bon businessman, quelqu'un qui a fait de l'argent, et puis voir aussi un peu au-delà du storytelling, un storytelling qui est normal parce qu'il ne peut pas venir dire bah, je viens juste faire du business. Ce ne serait pas accepté dans un environnement aussi passionnel que le football européen et encore plus que l'Olympique de Marseille. Donc il doit faire un peu de storytelling, c'est de bonne guerre, surtout quand derrière tu assures et tu ne mets pas le club en danger. Donc voilà, c'est un petit peu ce de quoi je voulais parler, et aussi je voulais parler de ça parce qu'il y a un truc qui m'a un peu interpellé. C'est de la discussion, encore une fois, hein, je veux bien dire c'est de la discussion, un truc hors football, hors OM qui m'a un peu interpellé et qui est très lointain, c'est vraiment une théorie très très lointaine, donc voilà, c'est de la discussion, c'est des théories, il y a des éléments un peu plus factuels qu'on va exposer ici, qui sont connus de tous, hein, il n'y a rien de secret, et puis il y a un petit peu mes théories à moi sur ce que Frank McCourt fait ici, que je vais essayer de vous expliquer, et voilà, donc on va passer un petit peu de temps ensemble, pas trop, parce que même s'il fait un peu meilleur, quand même, je vois le thermomètre 26,9 là, dans la chambre où je tourne, et on va pas se mentir, je voulais faire ce live avant, mais franchement, la canicule, là, elle m'a explosé. Il faisait 32 degrés le matin. C'était un truc un peu spécial, 32 à l'ombre quand même. Et puis, bon, on va pas parler de ça. Parce qu'apparemment, les météorologues aussi s'en prennent plein la gueule. Donc, j'essaye de faire attention avec la vente OM. On va pas rentrer sur d'autres terrains un peu glissants. Donc salut JC, salut Monsieur Tatillon, merci JC pour l'abonnement. Je pense d'ailleurs que par rapport au truc, tu as peut-être déclenché un paiement. Là, je vais peut-être être payé, je sais plus combien, 100 balles ou un truc comme ça par Prime. Donc merci à toi. Écoute, ton abonnement ne passe pas inaperçu, et merci à tous ceux qui me suivent, même si j'ai été quand même largement irrégulier. Donc pour la saison prochaine, on va essayer d'être un peu plus régulier. On verra, je commence à réfléchir à ce que je vais faire la saison prochaine au niveau professionnel qui va me permettre de manger, donc ça avance un petit peu de ce côté-là, et après aussi à ce niveau-là, continuer un peu le développement de ces chaînes qui ne font pas manger, mais qui me permettent d'avoir une plateforme pour m'exprimer et faire ce que je veux. Donc je pense qu'il y a un équilibre que je peux atteindre. Est-ce qu'on pourra te voir en déplacement européen? C'est pas impossible. Je vais y réfléchir. On verra bien où on va aussi. On verra. C'est encore un peu flou. Tout n'est pas encore... Salut à Trésor Public pour les revenus Twitch. Ouais. Non, mais par contre, Twitch, c'est bien fait. Hein. J'ai reçu un seul paiement de ma vie de Twitch. C'est bien fait dans le sens où ils envoient directement ton truc aux impôts avant de recevoir un paiement. Parce que j'ai été payé 100 € par Twitch dans toute ma vie. Mais par contre, sur ma déclaration d'impôt, je vois le truc et tout. Je me suis dit... écoute, quelque part, en fait, t'as pas à faire de facture, tu vois, tout est bien fait. Bref, les gens qui regardent cette discussion sur YouTube doivent se faire chier, donc je vous propose que l'on rentre dans le vif du sujet.
Alors attendez. Oh là là, et on va rentrer dans le vif du sujet avec mes articles. Voilà, comme ça, je me fais ma propre auto-pub. Donc j'avais publié ça en mars 2023 sur FCM. J'avais publié deux articles en fait, un sur FCM et un sur SoFoot. Parce que donc début 2023, je m'étais un petit peu intéressé à ce que fait Franck McCourt en dehors du foot. Parce que, mine de rien, pour comprendre ce qu'il fait dans le foot, ça peut être bien de s'intéresser à ce qu'il fait en dehors du foot. Alors, je vais vous mettre vous mettre les articles dans le chat, comme ça vous pouvez aller les voir. Ah oui, non, il faut que j'aille voilà, sur Twitch, hop, et je mettrai ça en description, hein, si vous regardez sur YouTube, vous aurez tous ces articles-là dont on parle en description. Donc, voilà, c'est pas dur, ils sont ouverts. Ah merde, oui, j'ai oublié, c'est pas là. Voilà, ici. Donc, qu'est-ce que fait Franck McCourt en dehors du foot? En fait, mon but, c'était un petit peu de comprendre son profil d'investisseur. Hors foot pour un peu après regarder un petit peu. Donc l'article était appelé la réorganisation globale et complexe de l'OM par McCourt en détail, parce qu'il faut bien mettre un titre un petit peu général, parce que dedans j'avais aussi expliqué la réorganisation autour du Vélodrome et autour de l'OM. Donc j'avais passé un petit peu de temps, mais j'ai pas tout exploré, mais déjà même en passant quelques jours sur ce qu'on peut trouver, sur les documents officiels, sur les trucs dans lesquels il est officiellement investi, dans lesquels McCourt Global est officiellement investi. Waouh, il y a déjà beaucoup plus que l'OM. Donc je vais vous lire un petit peu ce que j'avais écrit à l'époque. Donc c'était en 2023, donc ça fait 2 ans, donc il y a des choses qui ont pu changer. Pour Franck McCourt, il n'y a pas que l'OM dans la vie. Le Bostonien est un businessman très occupé qui, via McCourt Global, le bras armé de son fonds d'investissement familial McCourt LP, multiplie les investissements dans l'immobilier, la finance, les transports, sans oublier bon nombre d'activités philanthropiques. Loin d'être exhaustif, le schéma ci-dessous vous présente une partie des activités de sa firme aux ambitions mondiales. Voilà, parce que vraiment, même en travaillant un peu sur le truc, je me disais, ah ouais, punaise, il y a encore plein d'autres trucs, quoi. Ça va pas être génial, voilà. Mais grosso modo, tout part donc de ce fonds d'investissement qui vient du fonds familial McCourt LP, McCourt Global. Donc après, avec McCourt Global, on a McCourt Partner qui est en business avec Guggenheim Partner, il me semble, pour MGG Investment Group. On a des trucs Infinish McCourt Institute qui est son projet Liberty là pour changer Internet, trouver des protocoles plus sûrs qui ne siphonnent pas vos données, etc. Ensuite, on a, je sais même plus, ah oui, McCourt College Street, je sais plus à quoi ça servait. Aerial Rapid Transit, ça c'est intéressant. C'est une société qui, il me semble, avait été un peu construite pour justement construire un projet de gondola, un projet de transport en commun à Los Angeles. Ça c'est quoi? McCourt The Stage LLC. Oui, The Stage, c'était un gros projet immobilier à Londres avec d'autres énormes partenaires. Il y avait un truc du genre 1,5 milliard de dollars, il me semble, investi là-dedans. Donc, en fait, on est vraiment sur un mec qui a des billes dans plein de trucs différents et qui est déjà pris au sérieux par des partenaires très sérieux pour investir des grosses sommes d'argent. Alors par moment, c'est même pas, il est un peu le plus petit partenaire, pas avec des gros fonds, avec des grosses choses qui vont lui permettre de rentrer dans des gros projets. Et
mais c'est très diversifié, c'est très sérieux et c'est loin d'être que l'OM. Donc un peu en complément de ce schéma de base sur l'article de FCM, il y a ce que j'avais écrit donc pour SoFoot. Hop, là, c'est le truc pour FCM. Donc après, c'était ce dont je vous parlais aussi la dernière fois, la manière dont on a réorganisé l'exploitation du vélodrome. Là aussi, c'est intéressant. C'est quelqu'un d'assez agile, quoi. C'est quelqu'un d'assez agile. Donc, un article sur SoFoot, il débutait de cette manière-là. Il faut être... Ah, punaise... J'essaye de ne pas dire d'insultes. Il faut être agile pour pouvoir suivre les activités de Frank McCourt. Ça part dans tous les sens, de MGG Capital, fonds d'investissement de niche, au fameux Project Liberty qui développe une solution afin de mieux protéger les données personnelles sur Internet et sauver la démocratie, ainsi que le projet londonien The Stage, agrémenté de 750 millions de livres sterling de budget en développement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Américain bénéficie de soutien de poids dans son projet pour réformer l'Internet, comme Bruce Springsteen qui est... apparemment un ami de Frank McCourt. Et donc, ça c'était quoi? Ça c'était le premier projet MGG Capital. Ah oui, c'est le truc avec, lancé par McCourt en 2014 avec un investissement initial de 200 millions de dollars. Le fonds se targuait d'avoir prêté environ 1,5 milliard de dollars en 2021. Oui, parce qu'il me semble, il faudrait revoir, mais MGG Investissement, oui, il me semble qu'il prête de l'argent. Je sais plus exactement le but, mais pour recréer des compagnies ou quelque chose comme ça. The Stage en partenariat, machin. Donc on a vraiment un gros truc. Par contre, ce qui m'avait aussi un peu intéressé à l'époque, c'était ce projet Gondola. Gondola, donc c'est ce projet de transport en commun à Los Angeles qui relie le stade des Los Angeles Dodgers, où apparemment McCourt avait gardé des parcelles de terrain et il en a acheté d'autres. Bien placé. Je vais vous lire un petit peu ce paragraphe sur Gondola. L'activité de McCourt à Los Angeles est sans doute la plus intéressante pour les supporters marseillais, par les similarités qui peuvent être tissées. Le sport à la base, bien sûr, mais aussi l'immobilier en toile de fond. Le grand projet du moment pour le Bostonien dans la Cité des Anges est la construction d'un périphérique, Gondola, entre la gare Union Station et le stade des Dodgers. Il faut dire que si cette Gondola finissait par voir le jour, elle valoriserait les terrains et parkings autour du stade des Dodgers, toujours exploités par McCourt, sans oublier les 170 appartements à Chinatown qu'il cherche à construire. Une manière habile de faire fructifier ce vieil actif qui pourrait finir par valoir très cher, mais aussi d'en faire éclore d'autres autour. Si le projet a été approuvé par la Société du métro de Los Angeles, il continue de rencontrer d'importants obstacles, comme on le constate à la lecture des tracts d'une association citoyenne de Los Angeles. Stop la gondola de McCourt, ne mettez pas l'argent public en danger. Voilà, donc encore une fois... Donc après, il y a pourquoi ces gens sont opposés à McCourt, mais on voit que c'est quelqu'un d'intelligent. Pour résumer un peu le truc, lorsqu'il vend les Dodgers, il garde des parkings, des choses comme ça. Il cherche à... Est-ce qu'il y avait que lui? En tout cas, il est dans un projet immobilier assez important. Le mec, il dit, bah écoutez... Ce que je vais faire, c'est que je vais construire une gondola entre les deux. Ça va valoriser les deux terrains. Ça me fait travailler encore, même si là, il y a un peu aussi ce truc, oui, apporter un service public. Mais le public dit, oui, non, c'est pas, c'est mauvais. Est-ce que c'était au niveau écologique? Je pense que c'était même au niveau du bruit, au niveau de la gêne qui était apportée. Mais... Voilà, sans juger de tout ça, parce qu'on est assez loin, toujours en gardant un petit peu de distance, on peut voir tous ces projets se dire, ok, le gars a des billes un peu partout et il est intelligent. Voilà, c'est un peu basique, parce que par moment, en France, on a l'impression que McCourt, c'est le mec qui a l'Olympique de Marseille et qui crame tout son argent dans l'Olympique de Marseille. Non, l'Olympique de Marseille, c'est un secteur de son activité. Après, il a plein d'autres secteurs, des trucs qui fonctionnent bien, des fonds avec lesquels il pense de l'argent, il pense long terme, comme tu dis Slim Zero, c'est exactement ça, c'est-à-dire que par exemple, ce truc des terrains autour du stade de Los Angeles, à la base, on peut se dire, bon, bah, ouais, ok, il a gardé des parkings, on sait que ça rapporte de l'argent, machin, tout ça.
Sauf que le gars, il se dit, non mais moi, mon terrain, je vais le faire fructifier. C'est que le gars, voilà, il pense long terme aussi pour ça. C'est-à-dire qu'il se dit, je mets de l'argent là, là je vais peut-être en perdre, mais à terme, ça va me faire gagner de l'argent. Et on va garder ça en tête parce que c'est un petit peu ma théorie sur Franck McCourt, qu'avec l'OM, il se dit, à un moment, la valeur va exploser. Alors, je relis un petit peu les notes que j'avais prises en préparation. Voilà, oui, j'avais écrit, c'est pas quelqu'un qui tente des coups de poker à 2-3 ans. Il est plus dans le long terme. D'ailleurs, il faut se souvenir que les Dodgers, on le force à les vendre parce que le gars, il rachète les Dodgers en se disant, ok, avec cette idée, les droits télé vont exploser. Il fait exploser la valeur des Dodgers aussi parce que les droits télé, ils ont explosé. Et il pensait qu'il pouvait encore faire plus d'argent. Et on l'a forcé à vendre. Donc le gars, il n'a pas peur de partir sur des trucs qui peuvent prendre des décennies, mais qui peuvent apporter ce qu'il n'arrête pas de vanter, là, cet héritage familial. Alors, oui, c'est sûr que dans tous les cas, sa fortune est dans ce groupe familial. Oui, ça va faire partie de sa famille, mais c'est une manière de dire, voilà, il n'a pas peur de s'investir sur des longs projets et forcément ça terminera dans le groupe familial. Il peut prendre des risques, s'il perd, il perd, mais s'il gagne, c'est vraiment l'explosion. Et je continue un petit peu, à regarder un petit peu ce que j'avais écrit. Voilà, et donc on peut déjà commencer à parler de l'OM à ce moment-là parce que l'OM, c'est un investissement absolument pas rentable. C'est pas rentable du tout. Tu ne gagnes pas d'argent avec l'OM dans les conditions actuelles. On a même du mal à voir comment ça peut devenir rentable, mais McCourt, il parie dessus. Et McCourt, il fait pas n'importe quoi. McCourt, c'est pas un mec, c'est pas un investisseur passionnel. Et bien sûr qu'il va vous dire qu'il l'est, etc. Mais c'est quelqu'un qui, enfin, je voulais pas dire ça de manière négative. Je dis plutôt ça dans le sens, c'est quelqu'un d'intelligent qui a une idée en tête derrière. Dans tous les cas, on a besoin d'avoir un propriétaire, quelqu'un qui a cet argent. Donc, j'ai vraiment zéro volonté de dire ah McCourt il cherche à faire ça machin tout ça. Non McCourt c'est l'un des investisseurs les plus solides du foot français. Donc il faut lui reconnaître ça, mais c'est quelqu'un qui réfléchit et comment il peut faire exploser la valeur de l'OM. Donc pour moi, je vous ai dit, l'OM dans les conditions actuelles, ce n'est absolument pas rentable. Donc s'il y a quelque chose à faire, c'est changer les conditions actuelles. Donc c'est un petit peu là où je me dis que McCourt doit avoir une idée en tête. Et si en fait toutes ces idées-là, elles me sont revenues, c'est parce que je sais pas si vous avez vu ça. Mais il y a moins d'un mois, les Lakers ont été vendus pour 10 milliards de dollars. Alors attention, c'est ultra théorie, c'est mon cerveau malade qui fait des connexions parce que voilà machin. Mais 10 milliards de dollars par la... Alors, en plus, à Mark Walter, déjà propriétaire des Dodgers, machin, tout ça. Il me semble qu'il y a Guggenheim Partner dans l'affaire. Machin, truc, voilà. C'est un énorme... Je vais vous lire un petit peu ici. C'est un énorme séisme pour la NBA. Les Lakers vont changer de propriétaire. Jenny Buss, propriétaire majoritaire de la franchise, a conclu un accord de vente avec Mark Walter, déjà propriétaire des Dodgers et des Sparks, dans la Cité des Anges. La famille Buss détenait les Lakers depuis 1979. Alors, il y a plein de choses qui sont différentes. Il y a le fait que c'est la NBA, c'est des sommes différentes, qu'on est sur un truc beaucoup plus long terme, 1979, parce que j'ai vu des trucs qui disaient il avait acheté ça pour je sais même plus combien, mais un truc genre 67,5 millions en 1979, mais à l'époque où le père Buss, dont j'ai oublié, Jerry Buss il me semble qu'il s'appelait, achète les Lakers. La NBA, c'est une ligue qui est dans le trou. On passe les finales NBA sont passées en replay. Ils sont même pas diffusés en direct. Les Lakers, ils vont à peu près nulle part. Et là, il y a un mec qui rachète le club et 40 ans après, il le revend
fois, fois 30 minimum, parce que donc en dollars constants, voilà, un petit point plus-value, acheté 67,5 millions en 1979, 290 millions en 2025, donc ça fait de 290 millions à 10 milliards. Alors il faut quand même qu'il y ait beaucoup de planètes qui s'alignent pour que la Ligue 1 ou la compétition dans laquelle l'Olympique de Marseille jouera puisse valoriser le club à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, ça peut être, à défaut d'un exemple, ça peut être un schéma d'investissement. Ça peut être un schéma très lointain où tu te dis, je parie sur cet asset. Cet asset-là, actuellement, il est dévalué parce que son marché, le marché dans lequel il évolue, est ravagé. Moi, je vais faire en sorte de revaloriser ce marché. Il faut quand même se dire que depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille, Franck McCourt, via Jacques-Henri Hérault dans un premier temps, on cherche vraiment à changer un peu les choses en Ligue 1, machin, tout ça. Je vais revaloriser ce marché et à un moment, ça va valoir de l'argent. Et comme le dit Slim, sûr que Jacques-Henri Hérault lui a parlé de ça. Et c'est un petit peu, c'est certain pour moi que Jacques-Henri Hérault a dit à un moment, en fait, le marché du football européen va changer. Le marché du football européen va changer. Il faut se souvenir que par exemple, c'est où que j'ai mis ça, voilà, Jacques-Henri Hérault, il était loin d'être opposé à la Super League. C'est même pas qu'il était pour ou contre, c'est juste que il avait eu cette formule, voilà, c'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire, que la Super League était le sens de l'histoire et il sera très difficile de lutter contre. Nous sommes largués et plutôt que de rejeter immédiatement tout projet de ce type, nous devrions nous battre pour obtenir une représentativité accrue des clubs français dans cette élite européenne. C'est-à-dire que Jacques-Henri Hérault, à mon avis, lorsqu'il va voir Franck McCourt, il lui présente un truc où il dit le marché du football européen, il va changer. À un moment, les clubs vont valoir plus d'argent. À un moment, les structures dans lesquelles les clubs évoluent, elles vont se fermer. Et en se fermant, ces clubs vont valoir plus d'argent. On sait que Franck McCourt avait déjà eu une stratégie aux Dodgers par rapport aux droits télé. C'est certain aussi que Jacques-Henri Hérault a dû lui dire oui, les droits télé vont exploser machin parce qu'avec leur optimisme de dirigeants de foot, tout le monde pensait que les droits télé de la Ligue 1 allaient augmenter. Donc il y a un peu tout ça. Et salut Little Idiot, ça fait plaisir de te voir et comme tu dis, et j'espère qu'il est patient Franck McCourt, mais justement, c'est un peu ce que je disais au début, moi je pense qu'il est ultra patient Franck McCourt, enfin ultra patient, en tout cas qu'il est patient et que son investissement il est fait dans ce sens-là. Dans tous les cas, il a déjà prouvé, il est là depuis 10 ans le gars. Le gars, il est là depuis 10 ans, il a déjà prouvé qu'il allait prendre son temps. À mon avis, il pensait quand même que ça allait se passer différemment. Et il a dû quand même regretter tous ces épisodes sur les droits télé. Il y avait autre chose aussi, il y avait un peu une stratégie à court terme lorsque Franck McCourt arrive. Là aussi, je vais un petit peu, comment on dit déjà, roll my own drum, quelque chose comme ça. Mais encore une fois, un peu faire ma pub. Mais c'était aussi quelque chose qui m'avait intéressé à l'époque. J'avais fait un dossier qui s'appelait L'autre mercato de JHE, des politiques aux entreprises locales. Ce nouvel OM a charmé tout le monde. J'avais 1 ou 2 kilos en plus à l'époque. Où j'expliquais que Franck McCourt, en fait, il s'était engagé pour impliquer des responsables politiques et industriels de la région pour implanter aussi Franck McCourt dans la région. Il y avait une réelle volonté de récupérer
l'exploitation du parc Chano. Il y a vraiment eu un dossier qui a été déposé à la mairie à ce moment-là, au moment des négociations, mais ils se sont un petit peu fait arnaquer à ce moment-là par Jean-Claude Gaudin, qui a dit « Oh, bah finalement, ce sera mon successeur », et puis finalement, les successeurs ont décidé de faire autre chose que ce qui était prévu. Donc il y avait des trucs. Il y a un projet à long terme et il y avait des trucs à court terme, je pense. Encore une fois, je pense. Je suis pas dans le secret des dieux. Il y a des choses sur lesquelles j'ai travaillé et donc je vais vous mettre le lien aussi dans le machin pour ce truc-là, sur lesquels j'ai certaines connaissances, on va dire, mais il y a beaucoup de spéculation de ma part. Là, on est là pour discuter. Hein, voilà. Alors, on est là pour discuter. Et on va continuer à le faire une fois que j'aurai revu un petit peu mes notes. Voilà, donc il y a la thèse Super League. Il y a la thèse Super League. Je pense que la thèse Super League, elle existe. Et comme tu le dis, Slim Zero dans le chat, le ticket d'entrée était tellement faible qu'il avait de la marge et le droit à l'erreur. Un club de MLS, c'est 800 millions d'entrées. 800 millions, t'es sûr, c'est pas un peu moins quand même? Enfin bon, mais ce que tu dis, ton commentaire, il est très pertinent. Parce qu'en effet, le ticket d'entrée, c'est un truc qui est important. C'est un truc qui est important. Le ticket d'entrée en NBA, par exemple, c'est de la folie aujourd'hui. Surtout quand vous avez un nombre de tickets restreint. Un nombre de tickets restreints. Si toi, tu peux avoir un club que tu arrives à mettre dans les tickets restreints et que c'est ta propriété, la valeur, elle explose immédiatement. Elle explose immédiatement. Et je pense que le ticket d'entrée à l'Olympique de Marseille, quand tu arrives, que tu fais ton petit SWOT, pour les gens qui ont fait introduction au marketing, ils voient ce que c'est un SWOT. C'est donc, si tu fais un tableau en 4 trucs, tu fais strength, donc force, weakness, les faiblesses, opportunities et threat, les menaces, les opportunités, les menaces. En fait, quand tu fais ton petit SWOT, tu vas te dire, là, le ticket d'entrée, il est minimum. C'est très facile d'entrer dans cette ligue. L'opportunité, c'est que mon ticket d'entrée, ça devienne un ticket d'entrée pour une ligue fermée, donc grosse opportunité. Et après aussi, tu peux te dire, parce que comment tu peux faire en sorte que tu deviennes un ticket d'entrée dans une Super League fermée, par exemple. Ce qui est le sens de l'histoire. Parce que ça, c'est un truc que j'aimais bien aussi. Alors, attendez, je vais repartir. C'était mon petit document avec mes notes, là, qui sont bien bordéliques. C'était où? Oui, parce que une fois qu'il y avait eu la fronde anti-Super League, alors que Jacques-Henri Hérault, qui était vraiment l'homme de Franck McCourt, n'arrêtait pas de dire oui, la Super League, il était plutôt positif, machin. Quand il voit qu'il y a fronde anti-Super League, le mec, il nous avait pondu un communiqué, enfin, le mec, c'est sa société, quoi. En tant qu'Américain ayant le privilège d'être dirigeant et propriétaire de clubs sur les 2 continents, j'ai appris que la culture du sport est très différente de celle des États-Unis et doit être respectée. En Europe, le système n'est pas fondé sur la centralisation du pouvoir et la gratification entre les mains de quelques-uns. Bien sûr, nous devons trouver un modèle qui soit durable et cela nécessite des changements. C'est l'effort entrepris par l'UEFA que nous soutenons. Nous tous, à l'Olympique de Marseille, nous nous opposons fermement aux propositions formulées par quelques clubs pour créer une Super Ligue européenne. Bon. Quelques mois avant, il y avait ton président qui fait partie des nous tous à l'Olympique de Marseille. Il n'était pas forcément opposé. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et là, on entre aussi dans l'autre truc. Au départ, on a parlé de l'image qui était assez négative de Franck McCourt lorsqu'il arrive à l'Olympique de Marseille. Il a très clairement aussi travaillé pour
Bah, pour réparer un peu son image, on voit et c'est normal, il y a un moment, il faut pas, je lui reproche pas, c'est tout à fait normal. C'est un investissement, c'est un investisseur qui a mis de l'argent, qui est solide, alors qu'il y a des tas d'autres mecs qui sont vraiment pas solides, qui mettent de l'argent dans des clubs français qui les ruinent. Donc, à un moment, par rapport à l'image, tu dis, ok, en fait, non, finalement, la Super League, c'est pas mon truc, machin, voilà. Mais bon, écoutez, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Ensuite, salut Defaultier, c'est quoi le sujet? On parle du sens de l'investissement de Franck McCourt à l'OM. Et on parlait aussi, par rapport à un commentaire de Slim Zero, au prix du billet d'entrée dans une éventuelle Super League ou Ligue fermée européenne. En sachant que on voit aussi qu'il navigue un petit peu à vue en fonction des trucs, parce que le gars, il veut pas être à l'avant-poste de combats qui peuvent être mauvais pour son image, ce qui est compréhensible. Donc là, il est un petit peu en fait, son communiqué là que je vous ai lu, c'est un peu, écoutez, si finalement on a une Ligue des Champions qui est la Ligue fermée, eh ben ok, nous on soutient ça parce qu'on va essayer d'y entrer. Et là, c'est l'autre truc aussi, on a parlé, ticket d'entrée à l'OM était très faible, il a payé 40 millions d'euros avec un truc genre 80 millions d'euros de dette. Encore une fois, c'était un truc aussi que j'avais révélé sur FCM à l'époque, machin, en fouillant dans les documents administratifs. Donc 100 millions d'euros pour une marque comme l'OM, aussi quand tu fais ton fameux SWOT, donc là dans les forces, tu dis bah ouais, un prix d'entrée très faible pour une marque qui est reconnue, et comment tu fais pour que cette marque elle se maintienne à un niveau assez élevé pour devenir l'un des tickets d'entrée dans la ligue fermée. Et ben là aussi c'est pas très dur en fait, c'est-à-dire qu'en France il y a le PSG. Il y a le PSG que tu cherches pas beaucoup plus que ça. Alors ok, dans les fonds, dans la forme, tu dis oui, nous on est là pour apporter truc, machin. Mais dans le fond, quand il y a des frondes anti-Qatar en France, tout ça, bon. T'es pas à la tête, tu travailles plutôt dans cet environnement-là. Tu dis ok, le PSG sont tout numéro 1 et nous on va être challenger, tout ça machin. Et c'est assez simple en fait. On peut se dire aussi que non seulement le ticket d'entrée est pas élevé, mais que c'est pas si dur d'être le deuxième club français. En fait, si tu travailles à peu près correctement, tu peux être le deuxième club français. Tu peux être le deuxième club français parce que oui, tu as des concurrents pour cette position-là qui sont Lyon, Monaco, mais une fois que tu as réussi à mettre Longoria, Benatia, etc., ça y est, en fait, si tu recrutes à peu près bien avec les forces de ton club, qui est un club qui attire, tu peux être deuxième. Et là, actuellement, être deuxième, en fait, moi, je pense que ça satisfait totalement Franck McCourt. On se souvient du truc au départ. On a dit beaucoup de bien du fait qu'il soit solide, mais il arrive aussi en disant OM Champions Project, on va être champion. Au bout de 10 ans, tu as gagné 0 titre, mais par contre, tu te congratules quand tu es second. Parce que c'est très bien en fait d'être second. Parce que si tu restes second, tu te dis bah ok, au niveau des revenus, j'ai plus d'argent à mettre et potentiellement ma marque elle continue d'être dans cette ligue pseudo fermée qui est aujourd'hui la Ligue des Champions. Si je parviens à mettre mon club à ce niveau-là, à un moment ça va valoir de l'argent. Voilà, moi ma vision c'est ça, c'est Franck McCourt, sa stratégie, c'est globalement de remettre l'OM à un niveau décent et de se dire si j'arrive à laisser le club à un niveau décent assez longtemps, à un moment, la valorisation de mon actif va exploser par un changement des conditions générales, que ce soit une ligue fermée européenne ou autre chose par rapport aux droits télé. C'est un petit peu ça le sens de ce live, en tout cas
de ce que j'arrive à comprendre de ce que fait Frank McCourt. Et il faut se souvenir aussi qu'aux Dodgers, en fait, il s'était aussi félicité de se dire, bah écoutez, moi je les ai ramenés au World Series, un truc qui était plus arrivé depuis un long moment. Donc en fait, Frank McCourt, c'est quelqu'un qui peut faire des conneries, etc. en plaçant certaines personnes aux Dodgers. Apparemment, ça avait été un gros bordel. À l'Olympique de Marseille, il y a aussi eu quelques problèmes au niveau des personnes placées, mais qui te ramène à un certain niveau de performance. Il te ramène à un certain niveau de performance, et ensuite il espère que la valorisation de son actif va à un moment exploser. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas le sport, qu'il ne se prend pas peut-être d'amour pour l'Olympique de Marseille. Peut-être qu'il s'est pris d'affection, etc., qu'avec le fil du temps. Mais il faut aussi se demander pourquoi il est là. Parce qu'il pourrait se prendre d'amour, se prendre d'affection pour autre chose sans forcément y mettre son argent. Salut Iki, ça va bien. Ça va bien. Alors écoutez, et avant de terminer un peu ce live, je voulais terminer par l'interview de Frank McCourt au JDD, donc qu'il a donné à Jean-François Pérez récemment. Et puis oui, en fait, il y a aussi un truc, parce que là, bon, Jacques-Henri Hérault ne fait plus partie de l'Olympique de Marseille, mais en fait, quand on écoute parler Jacques-Henri Hérault, je ne sais pas si vous l'avez entendu, là, il a fait un post, machin, où il explique son nouveau projet. Un projet, une sorte d'NBA de la Ligue 1, et il explique droit d'entrée, machin, tout ça. Lorsqu'on se dit que ce gars-là est à la base du rachat de l'Olympique de Marseille par Frank McCourt, en fait, ça vaut le coup d'écouter ses idées, même si en fait, il ne fait plus partie de l'Olympique de Marseille, pour aussi essayer de comprendre voilà, la logique qui est derrière un investisseur. Parce que des fois, je parle à des gens, on me dit... ah oui, mais attends, tu ferais jamais ça, toi, machin. Mais moi, j'ai pas des millions de dollars, en fait, et je peux pas m'identifier à Frank McCourt, et vous et moi, à part s'il y a un multimillionnaire dans le chat, dans ce cas, vous pouvez m'appeler, on peut monter un média ensemble. Mais vous et moi, on comprend pas la logique des investisseurs comme ça, et c'est souvent un truc avec des risques, tout ça, machin. Et ça, je pense que lorsqu'on fait un état des lieux de la vie dans les affaires de Frank McCourt, on ne peut pas lui retirer ça. C'est quelqu'un qui sait prendre des risques. Donc, on va peut-être pas tout lire. Donc, Frank McCourt au JDD il y a quelques jours, là, qui parlait de choses, qui parlait aussi de son investissement. Alors, on va lire les premières questions. Qu'avez-vous appris cette semaine en venant à Paris? Est-ce que vous voyez un petit peu? Je regarde un petit peu, ouais, voilà. Il était important que les dirigeants sachent que je prends très au sérieux la situation du football professionnel en France. Je vais boire un petit peu de thé aussi, parce que ça fait un moment que je parle sans m'arrêter, là. Non, Bertrand, j'ai pas du tout regardé la Coupe du Monde des clubs. Je vous avoue que c'est vraiment un truc que j'ai complètement zappé. Je m'engage beaucoup, tant sur le plan émotionnel que financier. Je vais entamer ma 10e saison à l'OM. J'ai investi 750 millions de dollars dans le club. Je ne suis ni une société de capital investissement, ni un État. Le groupe McCourt est une famille et nous sommes très attachés à Marseille. Je voulais rencontrer tous les acteurs clés, écouter leur point de vue et leur faire part du mien. Nous vivons un moment unique pour le football français. Le modèle actuel est défaillant, mais cela nous offre l'occasion de le réparer dès maintenant. Je repars très satisfait de la qualité de nos discussions. Oui, parce qu'il va aussi y avoir un changement dans le football français. Mais sincèrement, après, encore une fois, peut-être mon incompétence et le fait que je ne sois pas dans des organismes qui prennent des décisions, mais ou qui, voilà, que je fais pas partie du board de l'OM. Mais j'ai l'impression que s'il y a un changement qui peut permettre de valoriser cet investissement, ce sera plus en Europe qu'en France, parce qu'en France, je pense qu'on arrive un petit peu à un statu quo, quoi, et que ça fait un moment que si vous êtes investisseur en France,
il est extrêmement difficile de faire exploser la valorisation d'un club. On peut se dire, oui, si le système restait tel qu'il est actuellement dans le football français et européen, peut-être qu'en étant en Ligue des Champions tous les ans, en développant à mort le marketing, en faisant un peu un PSG bis, mais avec pas les mêmes moyens, parce que le PSG maintenant vaut beaucoup plus d'argent, parce que la marque a été développée de manière extraordinaire, mais ça paraît quand même très difficile, à moins d'être dans cette... ou alors tu as un pseudo statu quo où en fait en Ligue des Champions tu es pratiquement automatiquement qualifié tous les ans, donc tu fais presque de facto partie d'une ligue fermée. Bon, je pense que il y a peut-être une... J'ai l'impression que ça passe par l'Europe. Que préconisez-vous pour le foot français? Donc, dans une large mesure, je suis d'accord avec les idées qui ont été avancées. Les clubs doivent être partie prenante et actionnaires de cette nouvelle structure qui devrait remplacer l'actuel LFP. Nous avons besoin d'un modèle proche de celui de la Première Ligue en Angleterre. Les clubs ont un rôle primordial à jouer et doivent reprendre leur destin en main. Nous appelons de nos vœux une vision commune, cohérente et ambitieuse, portée collectivement par les clubs pour construire un modèle durable. Comment valoriser au mieux les droits télé qui ont drastiquement chuté depuis 5 ans et sont à l'origine de la crise? Nous, les clubs, devons d'abord reprendre nos droits à travers la Ligue et mettre fin à ce cycle incessant de décisions de court terme, aux conséquences néfastes à long terme. Il faut remettre de l'ordre dans la gouvernance, aller de nouveau de l'avant pour développer les droits télévisuels et toutes les sources de revenus dont le football français a besoin. Il sous-performe complètement dans ce domaine. Nous vivrons peut-être une période difficile pendant 1 an ou 2, mais ce fut souvent le cas depuis mon arrivée. La réforme devra faire en sorte que les clubs soient maîtres des décisions qui les impactent. Aujourd'hui, ce sont d'autres personnes qui prennent les décisions qui s'imposent au club. Le système actuel est très dysfonctionnel. Bon. Dans ce contexte, l'OM est-il en danger? L'OM n'est pas en danger parce que nous continuons à l'accompagner et à le soutenir financièrement. C'est vrai. Mon objectif est celui d'un écosystème durable avec une bonne gouvernance. C'est vrai aussi. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Je suis le propriétaire du club et garant de la vision que nous avons mise en place. Notre conseil de surveillance est très efficace. Pablo Longoria fait un excellent travail, tout comme Mehdi Benatia, Alessandro Antonello, qui vient de nous rejoindre, et bien sûr Roberto sur le terrain. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous avons un niveau de compétence. Bon, ça il le répète un peu beaucoup. Nous sommes en concurrence avec d'autres pays, d'autres équipes en Europe. Si nous voulons rivaliser, il faut davantage de stabilité au sommet. Et je pense que ça, bon, après c'est normal d'avoir cette idée, c'est un peu le b.a-ba, mais en fait si tu arrives à vraiment devenir durablement le 2e club français et avec une nouvelle place en Ligue des Champions, tu peux l'être, parce que là en fait on peut se dire que si dans ce schéma qui a changé, déjà la 3e place sous Tudor, c'était un peu un drame, mais s'il y avait eu 3 places directement qualificatives pour la Ligue des Champions, bah voilà, l'OM aurait été en Ligue des Champions 3 années sur 4. Donc si tu es 3 années sur 4 en Ligue des Champions, bon, déjà tu deviens un habitué du truc, tu as des revenus supplémentaires, tu as une visibilité supplémentaire, etc. etc. Après je lirai vos commentaires, on va aller voir, mais c'est vrai que on a souvent ce truc de ce truc de se baser beaucoup sur la France, et je me demande en fait si le système français il est pas juste foutu pour foutu. Moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est des petites tech comme on dit dans le milieu des podcasteurs. Moi, ce qui m'aurait réellement intéressé par rapport à la crise des droits télé en France, ce serait de se dire: venez, on met ça sur France Télé. On va récolter beaucoup moins. On leur demande de mettre ça en clair. Grosse visibilité. Tu fais exploser dans tous les cas, là, tu vas gagner des clopinettes. Tu vas gagner des clopinettes avec les contrats, les trucs que tu vas pouvoir négocier. Donc tu dis, on fait un effort sur quelques années pour rendre au foot français une visibilité extraordinaire, en clair, qui repassionne tout le monde, qui met tout le monde devant la télé pour des Brest-Lens, et on demande, par contre, on dit ok, on met en clair, ça coûte moins cher, on demande une couverture très très importante par la télé publique, etc. Et après quelques années, quand tu as bien revalorisé l'image
en France de tes droits télé, ben tu cherches à les vendre. Mais ouais, valorisé par la pub et puis valorisé par le fait que il y a grosse visibilité. Donc que moi, si je suis, je sais pas, Puma par exemple, et ben je me dis super, l'Olympique de Marseille non seulement va être en Ligue des Champions, donc vu par plein de monde, mais en plus de ça, il est un samedi sur deux en prime time sur France Télévisions, donc grosse visibilité, donc intérêt à continuer à mettre de l'argent dans le truc de sponsoring, parce que là le problème c'est que le football français il devient invisible. Voilà, c'était un petit interlude et au final, on va faire un truc où le football français va payer, va être. Bon, franchement, ça me paraît être un peu. Ça a peut-être fonctionné, hein, mais je vais regarder ça avec intérêt, quoi. Comment ça va fonctionner cette histoire de chaîne, parce que et je raconte un peu ma vie 2 minutes, mais donc je me suis mis à suivre la NBA cette saison et avec deux amis, Nico et Nico, on a pris le NBA League Pass pour la fin de saison. Extraordinaire. T'as tous les matchs, t'as un contenu incroyable. Les matchs de NBA, c'est à 3h du matin, par exemple. Et là, pendant les playoffs, je me réveillais. J'allais pas me coucher à 5h du matin parce que, par contre, voir un match de NBA en direct, franchement, par moment, c'est un peu chiant. T'as plein de temps mort, t'as plein de publicités, t'as plein de gros plans sur des enfants qui dansent en tribune. Ça y est, j'en ai marre, là, montre-moi du basket. Mais par contre, voilà, comme le dit JC Mars, les résumés All Possession, incroyables. Donc, j'allais me coucher. Je me réveillais, je faisais attention de ne pas me faire spolier. J'allais sur le League Pass, je mettais le All Possession, je voyais tout le match, que du basketball. C'était parfaitement fonctionnel. Tu as un petit bouton en haut, Hide Score, donc tu caches les scores, pas de problème. T'as quelques documentaires, t'as des vieux matchs que tu peux revoir. Si t'as pas le temps pour revoir le All Possession qui va durer 40 minutes, donc le All Possession, on te montre que les possessions. On t'enlève tous les temps morts, tous les trucs comme ça. T'as que les possessions, t'as que le moment où tu joues au basket. Incroyable, vraiment, c'est une qualité pour regarder du basket qui est vraiment extraordinaire et c'est directement en ligne dès que le match est terminé. Je crois, bon, si j'allais pas me coucher à 6h du matin, j'allais pas me réveiller à 6h du matin non plus. Donc voilà, et je voulais rajouter un dernier truc là-dessus. Enfin bref, une offre extraordinaire, donc très bien. Mais apparemment, cette offre n'est pas aussi bonne si tu es aux États-Unis pour le League Pass, parce qu'après tu as des droits télé, etc. Machin. Donc là, le truc Ligue 1 Pass, et apparemment, à la Ligue, on a vraiment regardé ce genre d'application pour créer leur chaîne Ligue 1, là. Je sais pas si t'as des droits avec d'autres chaînes, etc. Je sais pas si c'est faisable. Franchement, je sais pas. Et puis en plus, NBA, bien sûr que t'es fan de basket, bien sûr que tu vas suivre la NBA et que donc le League Pass est apparemment ultra intéressant si t'es à l'étranger et pas aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis il y a des droits, etc. Il y a des matchs, c'est plus chiant pour les voir sur le League Pass. Donc c'est super intéressant pour l'étranger. Mais qui à l'étranger suit la Ligue 1 ? Bah je sais pas. Je sais pas. Et ils ont une offre où tu suis qu'un seul club, dit JC Mars. Oui, et voilà. Wink wink, en effet, ils l'ont fait. Je vous avoue que... Ah là là, j'aurais dû mettre mon maillot de la Melo Ball. Je suis un basketix, un vrai basketix, mais c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Bon. Ok, le football français a tout à gagner à se concentrer davantage sur le sport et sa viabilité commerciale que sur la politique, gouvernance, droit télé, il faut tout remettre à plat. Bon, très bien, c'est vrai, mais franchement, j'ai du mal à voir comment le football français va s'en sortir. L'OM va faire son retour en Ligue des Champions. Était-ce nécessaire ? Absolument. L'an passé, nous avons dit que l'objectif était la qualification pour la Ligue des Champions. Tout résultat inférieur aurait été un échec. Jusqu'au bout, ce fut serré, parfois stressant. Et puis il faut remonter. Maintenant, nous entrons dans une phase où l'objectif est de qualifier durablement le club pour cette compétition. Tout résultat inférieur sera un échec. C'est aussi simple que cela. Je suis fier de cette qualification si importante pour les supporters, les joueurs, le club et ses ressources financières. Nous avons atteint une certaine stabilité et même une harmonie, ce qui n'a pas toujours été le cas à Marseille. Bon, une harmonie...
tu vas fort un petit peu quand même. Il y a quand même des maladies à éradiquer apparemment. Donc le collectif est très solide, même s'il y aura quelques changements. J'ai fixé 2 objectifs sportifs pour la saison prochaine, se requalifier en Ligue des Champions et performer en D1 Arkema pour les féminines, de retour dans l'élite. Donc voilà, donc le but c'est d'être en Ligue des Champions de manière récurrente et bon, il a aussi appris parce qu'en effet quand il est arrivé à Marseille et qu'il a dit OM Champions Project machin, bon ça a été un petit peu ça a été un petit peu ridicule, c'était clairement ridicule. Tout ce qu'il a dit, mais on voit aussi que voilà, il y a un peu une forme de oui pour les formes. Bah bien sûr que on veut regarder le comment ça s'appelle, on veut gagner un titre, bien sûr qu'on veut le gagner, mais le but, le sens de l'investissement de Franck McCourt à l'OM, c'est d'être le second club français. Et si tu arrives à être le second club français, comme tu l'es, parce qu'au classement moyen, depuis, franchement, même depuis son arrivée, j'ai pas fait le calcul, mais je pense que, ouais, vu que, ouais, il n'y a personne qui a eu une meilleure régularité que l'OM dans le haut du classement, parce que tu as eu une 8e place, mais tu as fait quoi? Tu as fait 5e, 4e la 3e saison de Garcia, ou 5e, 2e, 6e, 2e, 3e, 8e, 2e. Donc à mon avis, tu dois être... j'ai pas fait le truc là tout de suite, mais si tu fais un classement moyen, tu es le deuxième club français et tu aurais été en Ligue des Champions. Voilà, beaucoup de 4e et 5e place, mais tu es revenu à un niveau, surtout que la courbe est plutôt ascendante, parce qu'hormis cette 8e place, la saison Gattuso, Gasset, machin, tout ça, mis à part cette 8e place, t'as fait avec Longoria, t'as fait 2e, 3e, 8e et 2e. Donc bon, t'es plutôt sur un truc ascendant. Et voilà. Et voilà. Donc on va finir avec la question qui a un petit peu chatouillé tout le monde. Pourriez-vous accueillir de nouveaux investisseurs à l'OM dans un avenir proche? Je dis c'est possible, mais seulement s'il y a une raison stratégique et s'ils partagent les mêmes valeurs. Ma famille est dans les affaires depuis plus de 130 ans et nous avons des partenariats qui durent depuis des décennies. On a vu que c'est vrai. Ils sont l'une des raisons de notre succès. Je ne suis donc pas contre, mais nous ne cherchons pas activement. C'est un sujet sur lequel je veux rester très prudent. Le club n'est pas à vendre et il ne faut laisser place à aucune ambiguïté là-dessus. Je pense que c'est vrai également. Ce qui compte, c'est la stabilité de l'Olympique de Marseille et sa capacité à continuer à grandir. Donc beaucoup de choses dans cette interview et je pense qu'il énonce beaucoup de choses un petit peu bateau, mais qui sont vraies. Si on fait un bilan un petit peu de Franck McCourt à l'OM, il a ramené l'OM au moins dans le top 5, depuis 4 ans plutôt dans le top 3. Il n'y a pas forcément de perspective pour être top 1. C'est plutôt clair et net. Il est solide financièrement. Parce que l'OM a connu des crises. Il y a eu des choses qui étaient imprévues, comme le Covid, les droits télé. Il s'est montré solide dans ces moments-là. Donc le bilan, il est plutôt positif. Après, est-ce qu'il peut beaucoup s'améliorer? Dites-moi, peut-être que vous pensez que oui, et je pense qu'il y a des arguments pour le dire, mais est-ce que l'OM peut faire beaucoup mieux qu'être second de Ligue 1 sans une disparition du Paris Saint-Germain? Enfin, sans une disparition de QSI au Paris Saint-Germain. Je pense que c'est très difficile. Donc en Ligue 1, tu es un petit peu promis à cette 2e place. Allez, peut-être que si tu arrives à te maintenir à un très haut niveau, une année sur 6, la fameuse année sur 6 quand le PSG va être moins bien, peut-être que tu auras une opportunité de titre. Il y a les coupes. Oui, c'est aussi faisable. Et après, par contre, grâce
un changement général du paradigme de la Ligue des Champions, tu as beaucoup plus de chances d'être en Ligue des Champions, de commencer à arriver dans cette ligue fermée. Si tu es dans le top 3, si tu arrives à te maintenir top 3 9 années sur 10, tu seras en Ligue des Champions 9 années sur 10. Et franchement, avant, il y avait une grosse différence entre la deuxième et la troisième place. Si tu arrives à te maintenir top 3, ce sera déjà pas mal. Ça commencera à beaucoup ressembler à une ligue fermée comme ça l'est déjà. Mais voilà, je pense que les évolutions à chercher pour Frank McCourt, c'est parvenir à garder le club en Ligue des Champions, donc voilà, 9 années sur 10. Là, potentiellement, il aurait fait 3 années sur 4 s'il y avait déjà eu cette configuration de qualification en Ligue des Champions par rapport à la Ligue 1. Donc 3 places, il aurait fait 3 années sur 4. Il y a ça, arrêter de mettre de l'argent, donc tu restes à un niveau d'investissement qui est à peu près stable, grâce notamment à la Ligue des Champions. Et ensuite, tu observes les changements de paradigme dans le foot français, bien sûr, parce que ça peut être intéressant si le foot français parvient à un minima à remonter la pente et que ça te permet d'avoir plus de revenus, mais surtout tu surveilles les changements de paradigme dans le foot européen. Parce que si le foot européen parvient à trouver une direction claire, un modèle économique qui devient extrêmement profitable, forcément ce sera un truc qui ressemble à une ligue fermée comme la Ligue des Champions y ressemble depuis 10-15 ans. C'est regrettable, c'est triste, etc. Parce que je comprends. Moi j'ai un pote qui est fan de Caen, on en parlait encore. Est-ce que le stade Malherbe de Caen, ce serait quoi dans un système pratiquement fermé? Ce serait plus rien et ce serait triste. Même des grands clubs français comme Lens, Nantes, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Enfin bon. C'est triste quand même. Voilà, mais voilà, c'est un peu ce que je surveillerai. Parce que sinon, voilà, tu as investi de l'argent un peu à perdre. Et peut-être qu'en fait, ces changements, ils ne vont jamais arriver. Et qu'en fait, Frank McCourt, il va se dire, ok, là déjà le club vaut plus que les 40 plus 80 millions de dettes ou 70 millions de dettes, je sais plus combien qu'il a racheté au début. Là ça vaut plus, mais peut-être qu'il va se dire ok, je dois m'asseoir sur une perte. Je pense que cette perte il peut la compenser avec ses autres business parce qu'on l'a vu au début de ce live, mais il a des billes dans plein d'autres trucs qui peuvent lui rapporter de l'argent. C'est pas un mec qui s'est juste fait plumer à Marseille. Mais oui, voilà, il y a possibilité aussi qu'il se dit simplement, écoutez, je suis à moins 400 sur cet investissement, c'est un investissement perdant, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais par contre, moi je me dis qu'il doit, enfin voilà, c'est possible, là on est à ce niveau-là. Là, si ça s'arrêtait aujourd'hui, il perdrait de l'argent, Frank McCourt. Mais je pense que son mental d'investisseur, il se dit à long terme, il y a un moment où l'OM, ça peut valoir 1 milliard d'euros, 1 milliard, 2 milliards, comme les franchises NBA à l'heure actuelle, ou comme la MLS. La MLS, il y a 15 ans, il me semble que... Il y a 15 ans, il y a 20 ans même maintenant, quand Beckham arrive, il fait un truc du genre... et en plus j'ai regardé une vidéo là-dessus il n'y a pas très longtemps, donc il me semble qu'il négocie pour pouvoir avoir une franchise à 25 millions de dollars, un ticket d'entrée à 25 millions de dollars. Maintenant sa franchise de Miami elle vaut 800 millions de dollars ou un truc comme ça je crois, donc il y a aussi ce truc où il y a 20 ans on nous aurait dit oui, en MLS les franchises vont valoir un tel prix, je serais dit non. Donc peut-être qu'il y a des choses qu'on ne voit pas venir et que d'ici 10 ou 15 ans voilà, les clubs de foot valent cher. En tout cas pour moi c'est ça le pari que ferait Frank McCourt. Pour moi, donc, selon mon analyse, pas mes infos, mon truc, en regardant tous les faits les uns après les autres, je me dis, Frank McCourt, il doit parier sur un moment où le club va valoir beaucoup plus cher parce qu'il y aura un changement du marché global. Et du marché global européen, j'ai du mal à voir le marché français être satisfaisant pour justifier d'une explosion de la valeur de l'Olympique de Marseille. Mais le marché européen... je pense que quand tu es un investisseur comme ça qui analyse, qui fait de la prospective sur ce qui peut exploser, tu dois te dire
Il y a des leviers, il y a un moment où ça va valoir très cher tout ça. Voilà, bon, je vais un petit peu remonter dans le chat parce que je vous ai pas trop lu et je vais en profiter pour boire, remonter dans cette belle tasse Football Club de Marseille. Alors, Wishmaggle qui disait en France, l'évolution à venir sera plutôt défavorable à l'OM à court terme. On s'oriente vers un changement de la répartition plus égalitaire pour valoriser une ligue plus compétitive comme en Angleterre. Ce sera moins de droits OM à court terme. Le pari étant qu'une plus petite part d'un gâteau qui grandit sera bénéfique à long terme. L'inégalité viendra quoi qu'il arrive avec les droits de Coupe d'Europe qui proportionnellement offrent un avantage compétitif énorme aux clubs qualifiés. Complètement, ouais, je pense que c'est ça. Et moi, je pense aussi que, en fait, dans son interview, Franck McCourt, il parle aussi de beaucoup de décisions à court terme. Je pense que si tu as un minimum de vision à long terme, tu dis ok, je perds un petit peu, d'argent là en France, etc. machin. Mais là, l'urgence c'est de revaloriser l'ensemble de la compétition. Donc en effet, si les petits sont plus compétitifs, machin, si c'est plus intéressant pour toi d'aller en France, en fait, ce sera bénéfique. Je pense qu'en France, vraiment, il est super important d'avoir une vision à long terme, une vision où tu perds de l'argent. Parce que là, tu as une vision à court terme et tu perds de l'argent. Donc bon, voilà quoi. Je pense que la nouvelle valorisation de la Ligue des Champions fait que le combo Ligue 1, Ligue des Champions est globalement croissant. C'est possible, c'est possible. Faudrait regarder ça, on avait parlé un petit peu de cette histoire du ticket d'entrée. Les non-initiés n'ont aucune idée de comment les investisseurs gagnent de l'argent. L'OM ramène au bas mot entre 5 à 15 millions par an à Franck McCourt. Encore faut-il connaître les mécanismes financiers. Je sais pas s'il lui rapporte beaucoup d'argent de manière directe. Après, il y a peut-être d'autres choses qui font. Je sais pas. Je suis pas suffisamment initié aussi. Les investisseurs ne se servent pas sur le bénéfice net. Je pense qu'en tout cas, Franck McCourt, en effet, il a plutôt une vision de développement de son image, de s'ouvrir d'autres marchés. Et je pense que ça, c'est fort probable. Et Ricky, je sais pas si t'es toujours là, t'as raté la notif, je suis désolé, je sais pas comment fonctionne ce genre de truc. Il y a quand même un truc à faire au travers du foot en éducation populaire, tant ça couvre des sujets différents. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Je pense qu'en économie, je pense que tu peux vraiment accrocher des gens en leur prenant des exemples sur le foot. Je pense qu'il y a vraiment, tu vois, même disons qu'il y a des personnes dans ta classe qui ne sont pas très sport, très foot. Tu parles de David Beckham. Je pense que David Beckham, il parle à tout le monde. Tu prends un peu des exemples sur ce qu'il a fait en MLS, etc. Ça peut en effet parler. Qu'est-ce qui explique une telle valeur d'un club de MLS? Personne ne regarde ce championnat et le niveau est éclaté. Et le hack est encore un fonds multipropriété qui vont se ramasser dans 2 ans. Le hack est en R1. Bon, je leur souhaite pas, mais c'est vrai que j'ai pas suffisamment suivi la vente du hack, mais je leur souhaite pas. Mais c'est vrai que quand on voit Bordeaux et Lyon, ça craint un peu. On peut aussi se dire, je parlais de mon pote Canet, c'est pas génial non plus, on va dire, pour rester dans la région du Havre. Pourquoi? Mais voilà, ce qui est intéressant par contre, c'est qu'est-ce qui explique une telle valeur d'un club de MLS? Personne ne regarde ce championnat et le niveau est éclaté. C'est de la prospective aussi. C'est-à-dire que déjà, t'as vendu les droits télé à Apple, j'ai peur de Apple ou Amazon, je me souviens plus, mais il me semble que c'est Apple, pour un prix exorbitant. Donc déjà, tu sais que tu as un niveau de revenu minimum qui est assuré. Au niveau du marketing, l'arrivée de Messi a été gérée magnifiquement, ce qui fait que tu as tous les stades remplis, etc. Alors que Messi peut marcher, tout ça, on s'en fout, on vient voir la superstar. Donc ça a été bien marketé
sur cette star planétaire. Ensuite, tu as eu des droits télé qui ont été bien négociés sur un très long terme et c'est un très gros marché, les États-Unis, comment dire, c'est un peu un truc qui est là depuis un serpent de mer depuis des années, des décennies et des décennies. À un moment, les États-Unis vont se mettre au foot, ça va valoir très cher. Donc là, tu dis, c'est le moment où les États-Unis vont se mettre au foot parce que le foot se développe, les affluences dans les stades se développent, tu as une grosse star et tu as vendu les droits télé très cher. Donc en fait, voilà, tu as créé un contexte encore global qui fait que même si sportivement les équipes ne sont pas géniales, eh ben ça vaut une fortune. Et c'est ce que je vous dis vraiment. Je pense que en fait à l'OM, Franck McCourt, il doit se dire comment je fais que Franck McCourt doit se dire à un moment, le contexte global autour de l'OM va faire que ma franchise, elle va valoir un gros truc de une grosse valeur. Mais en effet, tu as raison, c'est ce truc, regardez la MLS pour comprendre comment un mec comme Franck McCourt peut investir dans l'OM, je pense que c'est intéressant. Di Foltiere qui dit aussi seulement si on reste 5e au classement UEFA, c'est vrai qu'il faudra continuer à performer, mais j'ai l'impression aussi que cette nouvelle formule de la Ligue des Champions, elle est plus favorable au club français dans le sens où tu as plus de chances de te rattraper, tu as peut-être moins de matchs couperés en phase de groupe, donc tu peux te rattraper. Là, la victoire du PSG va rapporter pas mal de points. Je pense que si tu fais pas n'importe quoi, il y a moyen quand même de rester 5e. Blackweed qui dit pour aller dans le sens de ta discussion, un nouveau club de L1 passe sous pavillon américain. Oui, c'était ça, donc le spot est bon pour eux. La DNCG a validé la vente du hack à la société américaine Blue Crow. Mais c'est vrai qu'il y a, voilà, aussi si tous ces fonds d'investissement ils se mettent derrière des rachats de clubs, ce serait intéressant de comprendre leur logique. Pourquoi tu vas mettre de l'argent là-dedans? Alors oui, il y a pas mal de fonds vautours, etc. qui disent parce que ça va se casser la gueule et qu'après on va récupérer encore plus d'argent, machin, tout ça. Mais il y a quand même quelque chose où c'est horrible, c'est dégueulasse à dire, vraiment. Hein. C'est vraiment pas ma vision du foot. Mais là, on est dans l'économie du foot. On se dit, il faut voir ces trucs comme des actifs, des produits. Donc, comment ces investisseurs ou ces fonds d'investissement, ils se disent, ça, c'est un bon produit qui va nous rapporter de l'argent. Comment et pourquoi? Parce que nous, si on regarde de l'extérieur, on regarde ça, on se dit, mais attends, il y a, les droits télé sont nuls à chier, tu te bases sur la vente de joueurs, t'as historiquement très peu de clubs qui font des bénéfices. Donc, en fait, qu'est-ce qui fait que tu dis non, là, il y a un truc à faire, on va faire de l'argent. C'est intéressant de se poser cette question. Et voilà, et je pense que vraiment, Franck McCourt, il y a un truc où il fait ça, mais à plus grande échelle, enfin sans le côté fonds vautour, etc. Mais il a vraiment une stratégie où il se dit à un moment, ça va exploser, ça c'est financièrement intéressant. C'est pour la logique d'investissement, c'est intéressant. Et je sais qu'il dit, je regarde que les playoffs et je suis la saison régulière via Trash Talk. Bien sûr qu'on suit Trash Talk et ça permet aussi de passer le bonjour à Simon Capelli-Walter qui est titulaire, qui est starter ces derniers jours et qui est quelqu'un de très sympa, qui nous a rendu plein de services, etc. Nico, donc personne adorable, ni Simon. Donc, et franchement, un plaisir de l'écouter parler basket pour le basketique, ce que je suis. Tu penses quoi de la situation de Lyon pour le rappel? Ça me paraît ric-rac financièrement pour eux. Franchement, Lyon, ça me fait de la peine pour eux, quoi. C'est chaud. Après, tu te dis, bon, si c'est des fonds d'investissement très riches qui reprennent derrière, ils peuvent peut-être apporter ces garanties, ces trucs, mais à très court terme, difficile de pas voir limite juste une survie du club. Je pense qu'il y a possibilité quand même de se sauver parce que ces fonds-là peuvent bloquer de l'argent. Parce que si j'ai bien compris,
Bon, déjà, ils sont dans une merde, Lyon, putain. Parce qu'il y a l'amende de l'UEFA au niveau européen. Ça, ils peuvent pas couper, ils doivent payer. Limite, je me demande si ce serait pas plus intéressant pour eux que de pas participer à la Coupe d'Europe, quoi. Franchement, c'est même pas la Ligue des Champions. Enfin, ils vont faire le calcul, à mon avis, entre ce que la Coupe d'Europe peut leur apporter et ce que ça va leur coûter avec l'amende, etc. Donc, tu as l'amende, et puis après, tu as 100 millions qui doivent être apportés immédiatement et 100 millions sur un compte bloqué. Ouais, il faudrait vraiment il faudrait vraiment qu'il y ait un investissement, comment dire, fort de fonds qui sont plutôt là pour juste s'intéresser aux bénéfices et se dire, ok, parce que l'argent bloqué, en fait, c'est la partie argent bloqué qui, que j'ai pas super bien compris, parce que ces gros fonds-là, ça les engage de mettre 100 millions, mais ils peuvent le faire, quoi. Et si j'ai bien compris, les 100 millions qu'il faut apporter immédiatement hors vente, si tu fais des ventes, tu peux aussi te rattraper un peu comme ça. Mais forcément, donc après, ouais, il y a un scénario, il y a une voie là à la Doctor Strange où tu fais des trucs comme ça et tu vas. Je pense qu'il y a une voie dans laquelle Lyon se sauve. Mais oui, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est dur. Il y a une voie dans laquelle il se sauve. Il y a quand même des partenaires, enfin des fonds qui sont pas forcément des gens à qui je fournirais mon PEL, mais qui sont quand même solides et qui ont beaucoup d'argent. Voilà. Il me semble, il faudrait revoir, hein, parce que donc voilà, j'ai pas du tout préparé le sujet lyonnais et je suis ça d'assez loin. Je vois un peu des streamers lyonnais et tout, ça me fait vraiment de la peine. Pourtant, vraiment, moi j'ai grandi dans ce côté plus que Paris. Encore l'ennemi, c'était Lyon, etc. Bon, j'en suis un peu revenu maintenant, j'ai 40 ans, donc ça va. À un moment, tu deviens un petit peu moins bas du front à dire ah là là, machin. Mais vraiment, Lyon, c'est pas du tout un club. Un club pour lequel, même dans le côté Lyon-Saint-Etienne, j'ai beaucoup plus de sympathie pour Saint-Etienne que pour Lyon. Encore une fois, même si Saint-Etienne est le premier rival, un petit peu, enfin pas le premier, même pas, mais un des rivals historiques de l'Olympique de Marseille. Mais vraiment, Lyon, c'est pas mon club préféré. Mais là, je vois tous ces Lyonnais qui sont absolument détruits, je les comprends, et ça me fait de la peine pour eux, quoi. Sans avoir un amour démesuré pour ce club, tu te dis quand même, ils sont dans une merde noire. Après, l'OM l'a été plusieurs fois dans son histoire, ils s'en sont sortis, donc bon. On souhaite bon courage à nos amis lyonnais. Voilà, donc ouais, ça paraît quand même un peu compliqué. Et Dutch Thread qui disait avec l'augmentation de la part de la population d'origine sudam aux États-Unis aussi par rapport à la valorisation des clubs en MLS. Mais c'est vrai aussi, je pense qu'il se base pas mal sur le fait de se dire, ok, on peut un peu aller taper dans cette partie de la population qui va valoriser aussi le football, qui peut se passionner pour le football. Et je pense aussi qu'ils se disent, ouais, il y a moyen aussi d'aller chercher sur le continent sud-américain des gens qui vont se passionner pour ces clubs-là. Voilà, je préfère les matchs à Saint-Étienne, même si cette année il y a 0 opposition. Ouais, moi j'ai un peu des regrets de jamais avoir été à Geoffroy Guichard. Je sais pas si je vous avais déjà raconté, mais je devais y aller une année et il y avait les gilets jaunes, donc le match avait été annulé et j'avais tout réservé, etc. avec FCM qui avait payé les billets de train, tout machin, l'hôtel et ça a été annulé. Donc bon, c'était un mois après le match, 1 mois ou 2 mois après le match avait été reprogrammé, mais c'était pas le bon moment pour y aller. J'avais déjà fait perdre de l'argent à FCM, je pouvais pas une deuxième fois. Voilà. Bon, je vous remercie, ça fait 1h30 que
que nous sommes ensemble. Donc je vais mettre fin à ce live. Si vous regardez ce live sur la chaîne YouTube, j'espère que ça vous a plu. Soyez civils dans les commentaires s'il vous plaît, comme vous l'êtes habituellement. Donc voilà, je vous remercie de votre soutien sur Twitch, sur YouTube. Ça fait très plaisir et je vais réfléchir à une formule avec un peu plus de régularité sur cette chaîne Twitch et sur YouTube pour la saison prochaine, pour suivre la saison prochaine. Essayez aussi peut-être d'élargir à des sujets plus généraux. Forcément, il y aura toujours un peu un biais OM, on ne se refait pas. Mais parler un petit peu plus de foot de manière générale. Ça, je vous avoue que par exemple, il y a des choses genre le mercato. Ça m'intéresse, mais vraiment absolument pas. En fait, il y a un peu un côté genre, ah, je l'ai déjà vu cet épisode. Il y a un peu un côté Marvel là sur le mercato. J'ai déjà vu ce film 1000 fois. Donc là, ça m'intéresse plus quoi. Je me dis, oui, d'accord, très bien. Et peut-être que ce sera bien. Quand les matchs reprendront, là, ça m'intéressera beaucoup plus. Donc, on va chercher à faire des trucs avec des matchs, avec des sujets un peu plus structurants aussi, peut-être. Voilà, comme les droits télé, c'est intéressant. Donc, il y a un moment, il va falloir s'intéresser. Ouais, ça, c'est le genre de sujet, le genre de thème sur lequel je peux m'intéresser. La nouvelle Ligue des Champions, les droits télé, le football aussi, les matchs de foot, qu'est-ce que va faire l'OM de De Zerbi l'année prochaine avec des joueurs, parce que je dis ça m'intéresse pas des masses, mais Angel Gomez par exemple, c'est un joueur sur le papier, franchement je l'aime bien Angel Gomez, hein. Je me souviens de très bons matchs à Lille, c'est le genre de mec un peu comme ça, technique, intelligent, qui me plaît. Est-ce qu'il va réussir à l'OM? Peut-être, peut-être pas, mais même CG, notre ami CG, le défenseur central, ça a l'air d'être intéressant. Donc tout ça, ça va m'intéresser. Mais tout le côté tractation, etc., machin, truc, est-ce qu'on fait, machin. Et puis, ça m'intéresse pas. Après, quand les joueurs sont là, je vois des mecs, par exemple, qui font des analyses des profils des joueurs. Ça, c'est intéressant, par exemple. Ça pourrait m'intéresser. Mais bon. Voilà, le mercato, ça m'intéresse pas trop, mais pour l'année prochaine, je vais essayer de faire un truc un peu plus régulier, sur plus analyse de match, et puis peut-être sujet un peu plus structurant. Donc voilà. Donc je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt, sans doute aux alentours de la reprise, peut-être un peu avant, mais ouais, sans doute aux alentours de la reprise du championnat, tout ça. On va peut-être faire un peu une petite pause. Là, j'ai encore un truc à terminer pour le taf. Une fois que je l'aurai terminé, je pense que je vais me prendre 1 ou 2 semaines, puis après le championnat va reprendre. Donc voilà. Donc je vous souhaite de bonnes vacances à tous. Faites attention si la chaleur reprend, buvez beaucoup d'eau. Si la chaleur n'a pas encore repris, profitez du vent et de la pluie. Moi personnellement, j'ai limite célébré la pluie. C'était un truc, j'étais pas prêt, mais j'ai célébré la pluie. Voilà, donc je vous souhaite à tous de bonnes vacances et à très bientôt. Et merci encore pour ce stream très agréable. Ciao, ciao.